Français, les dotations de l'État aux collectivités territoriales. Majoritairement construit avant 1975, l'immobilier appartenant aux collectivités est relativement ancien, mal isolé et de fait énergivore. Il représente d'ailleurs un tiers des volumes de CO2 émis par les habitants au niveau national. 84% des émissions des seules collectivités et 76% de leur consommation d'énergie. Or, dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, la maîtrise de la consommation énergétique est devenue un enjeu majeur pour les collectivités pour lesquelles la hausse des dépenses énergétiques est estimée entre 2022 et 2023 à une fourchette comprise entre 30% et 300% selon les associations d'élus. De surcroît, les collectivités territoriales sont assujetties aux obligations d'action d'économie d'énergie dans les bâtiments tertiaires, qui visent une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments d'au moins 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, par rapport à 2010. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1b du Code de l'environnement, les actions menées par les collectivités ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, une accélération de leur investissement en faveur de la transition écologique est indispensable. Selon une analyse effectuée par l'Institut I4CE, si l'on se tient au seul investissement nécessaire pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, le besoin d'intervention des collectivités territoriales peut être évalué à 12 milliards d'euros par an, alors que leur investissement annuel s'élève actuellement à 5,5 milliards d'euros, ce qui représente un investissement additionnel de 6,5 milliards d'euros. Il en résulte que les montants d'investissement en tenant compte de l'ensemble des actions des collectivités ayant un impact sur l'environnement au-delà des seuls investissements climat pourraient s'établir bien au-delà des 12 milliards d'euros annuels. Les investissements à venir, même si de nombreuses actions ont déjà été entreprises, devront donc porter sur le bâti scolaire, les bâtiments administratifs, les locaux à usage de services publics, l'éclairage public et les systèmes de réseau, les transports publics ou encore sur la renaturalisation des zones urbaines. Toutefois, l'incertitude qui pèse actuellement sur les finances locales et l'absence de prévisibilité sur les ressources et les dépenses des collectivités, couplée à un renchérissement du recours à l'emprunt, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, fait peser un risque de renoncement à certains investissements en faveur de la transition écologique. Pour faire face au mur d'investissement qui attend les collectivités, pour mettre en place la transition écologique, le gouvernement a renforcé les dotations d'investissement qui leur sont allouées, en encourageant l'emploi des concours classiques d'investissement pour les projets environnementaux, en créant de nouvelles dotations spécifiquement dédiées aux investissements environnementaux. Ainsi, concernant les dotations classiques d'investissement en 2021, la dotation d'équipement des territoires ruraux a permis de financer 3 524 projets environnementaux pour un montant total de 156 millions d'euros. La dotation de soutien à l'investissement local, pour sa part, a permis de financer 918 projets environnementaux pour un montant total de 89 millions d'euros. Cependant, l'état actuel de présentation et de classification des données et des priorités des concours, ce chiffrage est fiable. Il est impossible de connaître la part de la DSI, y compris DSIL, exceptionnelle, et de la DTR, concourant réellement au financement de projets environnementaux. Or, au regard des enjeux de transition écologique,
il paraît important de pouvoir fiabiliser la connaissance des investissements à portée environnementale. Par ailleurs, en sus des concours classiques dont certaines priorités sont orientées sur la rénovation énergétique et où la transition écologique, d'autres dotations ont été créées à compter de 2020 avec des objectifs uniquement axés sur les enjeux environnementaux. La dotation de rénovation thermique d'1 milliard d'euros, la dotation régionale d'investissement DRI de 600 millions d'euros orientée sur les projets en faveur de la rénovation thermique des bâtiments publics et des mobilités du quotidien, et enfin le fonds vert de 2 milliards d'euros. Cependant, il convient de souligner que la DRTT et la DRI n'ont pas vocation à être pérennisées. Quant au fonds vert, si des annonces ont récemment été faites sur sa prolongation, la durée et les montants au-delà de 2023 n'ont pas encore été arbitrés. Enfin, la dotation de biodiversité, créée en 2019 et plusieurs fois étendue depuis, vise à soutenir la production d'aménités rurales par les collectivités territoriales. Contrairement aux trois autres dotations spécifiquement consacrées aux enjeux environnementaux, il s'agit d'une dotation pérenne. En sus des concours d'investissement en provenance de l'État, les collectivités peuvent percevoir d'autres aides nationales en provenance de plusieurs opérateurs de l'État, comme l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ADEME ou encore la Banque des territoires, mais également des aides européennes. Ce maquis contribue largement à la complexité du système de financement de la transition écologique auquel se heurtent les collectivités, notamment les plus petites. Par ailleurs, force est de constater que l'accès même à ces dotations, malgré les démarches mises en œuvre par le gouvernement pour simplifier les demandes, demeure également trop complexe à plusieurs titres. Ainsi, les calendriers de demande de subventions non concordants, des fiches techniques à remplir, parfois jugées ésotériques par les élus locaux, des critères d'éligibilité trop nombreux et peu transparents, ainsi qu'une faible consultation des élus sur les modalités d'attribution ont pu représenter des obstacles aux investissements en faveur de la transition écologique. Si les dotations budgétaires sont un outil indispensable à la transition écologique des collectivités, elles ne peuvent être un outil unique pour répondre à l'ensemble des besoins d'investissement et aux enjeux environnementaux. Dès lors, c'est l'ensemble du financement de la transition écologique des collectivités qui doit être repensé avec pour priorité une visibilité pluriannuelle, puisque ces investissements lourds ne peuvent s'inscrire que dans une temporalité longue, allant souvent au-delà de la durée d'un mandat local. Or, à ce jour, les niveaux de concours d'investissement sont fixés annuellement en loi de finances sans certitude pour les années postérieures à N+1, comme évoqué par de nombreux élus lors des auditions menées par les rapporteurs spéciaux. Cette absence de prévisibilité des financements apparaît comme un obstacle au lancement de certains investissements. Il semble donc nécessaire, d'une part, de prévoir une programmation pluriannuelle des investissements locaux et de leur financement, notamment via les contrats de relance et de transition écologique. D'autre part, de pouvoir envisager l'endettement des collectivités sous un nouveau prisme. Et enfin, de mener une réflexion d'ensemble sur les outils favorisant le financement de la transition écologique. À cet égard, une réforme du FCTVA ou de la DGF peut être envisagée, de même que des modifications concernant les modalités d'amortissement ou la fiscalité locale. Dès lors, si la hausse des concours d'investissement est indispensable et doit se poursuivre pour accompagner les collectivités dans leur transition écologique, elle ne peut être envisagée comme un moyen unique dans ce domaine. L'accompagnement de l'État ne peut se limiter au seul aspect budgétaire. En premier lieu, la dotation RT rénovation thermique, comme son nom l'indique, est exclusivement centrée sur la rénovation thermique des bâtiments, soit un montant total alloué à cet axe écologique de 950 millions d'euros.
Par ailleurs, en 2021, sur les 600 millions d'euros d'AE ouverts au titre de la DRI, 420 millions d'euros ont également été orientés sur la rénovation thermique des bâtiments, soit 268 projets sur 348 financés. Enfin, concernant le fonds vert, la répartition prévisionnelle des 2 milliards d'euros affiche une affectation de 707 millions d'euros à la performance environnementale, dont essentiellement de la rénovation énergétique bâtimentaire. Pour la DTR, la DCIL et la DCIL exceptionnelle, il est plus difficile de mesurer la part des dotations ayant financé des projets de rénovation énergétique. Cependant, sur les 400 millions d'euros alloués à des projets environnementaux en 2021, l'analyse des libellés des projets tend à démontrer que la rénovation énergétique des bâtiments est majoritaire dans les projets financés. La structure actuelle du suivi de l'exécution des concours montre donc actuellement un biais en faveur de la rénovation thermique qui conviendrait de corriger dans les années à venir. Or, la transition écologique des collectivités territoriales ne peut se résumer à la seule rénovation thermique des bâtiments. En effet, les besoins d'investissement sont également nombreux dans d'autres domaines comme le traitement des déchets et eaux usées, la revégétalisation et reforestation, la protection de la faune et de la flore ou encore le développement des énergies renouvelables. La dotation de biodiversité et le fonds vert permettent de sortir quelque peu du prisme de l'investissement environnemental sous le seul angle de la rénovation thermique, mais présentent des écueils. En effet, la dotation de biodiversité vise à soutenir la production d'aménités rurales par les collectivités. Il paraît cependant nécessaire de continuer la montée en puissance de cette dotation pour la porter à un montant à la hauteur des enjeux, notamment en élargissant le périmètre des villes éligibles, dans la mesure où en 2023, seules 6 300 communes peuvent en bénéficier. Par ailleurs, si le fonds vert semble en première intention plus diversifié dans les projets qu'il vise à financer, les rapporteurs spéciaux appellent à la vigilance concernant l'exécution de ces crédits. En effet, selon le principe de fongibilité des crédits du fonds vert, des redéploiements entre mesures et entre axes pourront être effectués. Il en résulte que si cette fongibilité est une garantie pour une consommation intégrale et rapide des crédits, elle fait courir le risque déjà identifié pour les dotations classiques d'un financement essentiellement orienté vers la rénovation thermique bâtimentaire. Ce que semble d'ailleurs déjà démontrer une analyse des premiers dossiers déposés. Ce premier constat confirme les observations des élus locaux selon lesquelles les collectivités, notamment les plus petites ayant peu de ressources en ingénierie, présentent essentiellement des dossiers faciles et rapides à élaborer, qui n'ont pas besoin d'études techniques approfondies. L'évaluation des investissements à réaliser sur l'immobilier local et des coûts y afférents ne peut être réalisée de manière fiable que si les collectivités ont une connaissance précise de leur parc immobilier. Or l'inventaire physique qui permet le recensement complet des biens et leur suivi est parfois encore inexistant. Il est très souvent partiel, uniquement sur certaines catégories de biens, succinct sous la forme d'une simple liste et insuffisamment renseigné, notamment concernant les surfaces, l'ancienneté ou encore la localisation exacte des biens. Les états de l'actif des collectivités, quant à eux, sont également régulièrement défaillants et erronés en raison de la non-comptabilisation de certaines écritures comptables. Ainsi, en l'absence de connaissances précises du parc immobilier et de son état, la moitié seulement des communes et des EPCI est dotée d'un plan pluriannuel d'investissement. Ce ratio dépasse les 80% pour les départements et les régions et très peu de collectivités sont dotées de schémas directeurs
du patrimoine foncier et immobilier. De surcroît, quand ces documents existent, ils sont souvent axés sur le bâti et les terrains sans inclure la voirie et les eaux. Et les raisons. Pour les dotations classiques, aucun contrôle ex post n'est réalisé pour mesurer l'impact environnemental des investissements réalisés. Pour les projets financés par la dotation RT, pour lesquels des pièces justifiant ex ante l'impact attendu sur l'environnement sont demandées, les contrôles ex post se limitent cependant à un suivi de l'avancement des projets. Enfin, concernant le fonds vert, comme pour la dotation RT, des indicateurs existent sur l'objectif des projets déposés, mais ne consistent pas en une mesure ex post des résultats. Toutefois, le projet annuel de performance précise qu'en parallèle de la mise en œuvre du fonds, un travail est engagé par le ministère pour développer un indicateur de mesure ex post de l'impact des projets financés sur l'énergie finale consommée. Celui-ci pourra être mis en œuvre par échantillonnage sur une sélection aléatoire de projets. Face à un manque de moyens, la mise en œuvre de contrôles ex post est complexe à mettre en œuvre et ne présente pas de caractère prioritaire. Cependant, si le problème des moyens est réel, il ne doit pas faire obstacle à la mise en place d'un minimum de contrôle. En effet, les rapporteurs spéciaux estiment qu'il n'est pas souhaitable d'engager plusieurs milliards d'euros de fonds publics, notamment si le fonds vert est prolongé, sans pouvoir en mesurer l'efficacité. Les recommandations des rapporteurs spéciaux. Recommandation 1. Se doter d'outils de suivi plus précis permettant une meilleure analyse et connaissance des montants des dotations classiques d'investissement allouées à des projets totalement ou partiellement dédiés à la transition écologique. Recommandation 2. Établir une liste unique des pièces justificatives à l'appui des demandes des dotations d'investissement afin de faciliter la constitution des dossiers par les collectivités et leur transfert vers d'autres dotations. Recommandation 3. Développer un volet financier pluriannuel au CRTE, État, préfecture, collectivité. Recommandation 4. Isoler dans les ratios d'endettement la part de la dette permettant de financer des investissements en faveur de la transition écologique. Recommandation 5. Mettre en place une consultation des élus locaux afin de développer un document unique et formalisé permettant de classer les dépenses d'investissement des collectivités comme neutres, favorables, mixtes ou défavorables à l'environnement. Recommandation 6. Mettre en place une consultation générale des élus locaux et des administrations sur le financement de la transition écologique des collectivités englobant l'ensemble des aspects budgétaires, comptables et fiscaux. Recommandation 7. Poursuivre la montée en puissance de la dotation biodiversité, notamment en élargissant le périmètre des communes éligibles. Recommandation 8. Modifier la circulaire du 14 décembre 2022 afin que chacun des 3 axes d'intervention représente en exécution au moins 20% des crédits du fonds vert et que chaque mesure fasse l'objet d'au moins 5 projets. Recommandation 9. Pour les dotations classiques d'investissement, rendre obligatoire à l'appui de la demande de subvention les pièces justificatives relatives à l'impact environnemental du projet quand ce dernier est fléché sur une priorité environnement, transition écologique. Recommandation 10. Mettre en place des contrôles a posteriori sous forme d'échantillons afin de mesurer l'impact réel des investissements réalisés à partir des dotations d'investissement finançant des projets de transition écologique. D'après les documents publiés par l'ADEME et la Banque des territoires, les collectivités territoriales détiennent un patrimoine bâti constitué de plus de 225 000 bâtiments pour une surface totale d'environ
280 millions de mètres carrés, ce qui représente 27% du parc national tertiaire. Ce parc immobilier est caractérisé par une grande diversité dans sa structure et les fonctions des bâtiments. Bâtiments administratifs, établissements scolaires, équipements sportifs, socioculturels. Les bâtiments scolaires représentent à eux seuls 50% du total du parc. Majoritairement construit avant 1975, l'immobilier appartenant aux collectivités est donc relativement ancien, mal isolé et de fait énergivore, puisqu'il représente un tiers des volumes de CO2 émis par les bâtiments au niveau national et 84% des émissions des seules collectivités, contre 11% pour les carburants et 5% pour l'éclairage public. Dans ce contexte, 76% de la consommation d'énergie des collectivités territoriales sont dues aux bâtiments. Le delta résultant de l'éclairage public, 11%, de la gestion des déchets de l'eau, 8%, et des carburants, 6%. Pour autant, l'administration centrale et les collectivités elles-mêmes ne disposent pas de documents consolidés ou de bases de données permettant d'avoir une vision complète de l'état du patrimoine immobilier des collectivités, son niveau de performance énergétique et les niveaux de consommation des bâtiments publics locaux. Des études ponctuelles, rapports de mission enquête permettent de collecter des informations et données comme le rapport de François Demarque sur la rénovation énergétique des bâtiments scolaires 2020, ou l'enquête énergie et patrimoine communal menée tous les 5 ans par l'ADEME. Il en résulte que les données disponibles sont soit parcellaires, soit anciennes. Les dernières données complètes ressortent de l'enquête quinquennale réalisée par l'ADEME pour la période 2012 à 2017 et publiée en 2019. Au cours de cette période, les consommations énergétiques des collectivités ont progressé de 4%. Cette évolution du niveau de consommation s'explique essentiellement par la consommation énergétique des bâtiments qui a enregistré une hausse de 13%, passant de 36 TWh en 2012 à 37 TWh en 2017, alors que celles liées à l'éclairage public et au transport ont reculé respectivement de 30 et 16%. Toutefois, les facteurs de cette tendance à la hausse sont multiples sans qu'il soit possible de chiffrer leurs parts respectives. Augmentation des surfaces chauffées, hausse des besoins liés notamment à la bureautique, développement de certains services. Par ailleurs, il convient de souligner que cette hausse globale du niveau de consommation des collectivités résulte d'une baisse de la consommation des communes et d'une hausse plus importante de celle des EPCI. Sous l'effet combiné d'une amélioration de l'efficacité énergétique des communes grâce aux actions mises en place concernant l'isolation et l'éclairage public et de la prise de compétences de certains groupements à fiscalité propre ou syndicats qui se substituent aux communes. Il convient cependant de souligner que les départements et régions ne faisaient pas partie du périmètre de l'enquête, ce qui exclut notamment le bâti des collèges et lycées. Si les consommations énergétiques des collectivités ont augmenté durant la période 2012 à 2017, les dépenses énergétiques sur cette même période ont enregistré une baisse de 200 millions d'euros, passant de 3,8 milliards d'euros à 3,6 milliards d'euros, dans un contexte où les prix globaux de l'énergie étaient en baisse. Résultat d'un solde entre la diminution des prix des carburants et du fioul domestique, moins 12% et moins 18% respectivement, et de la hausse relativement modérée du prix de l'électricité. À compter de 2018, les investissements en faveur des économies d'énergie se sont multipliés au sein des collectivités. Ils ont essentiellement porté sur l'amélioration de l'éclairage public, l'isolation des fenêtres et la mise en place d'éclairage intérieur plus performant. Il n'en demeure pas moins que malgré les travaux réalisés, les bâtiments des collectivités demeurent particulièrement énergivores,
en l'absence d'investissement substantiel d'isolation des murs et plafonds et de remplacement d'anciens bâtiments par des bâtiments à haute densité énergétique. De sorte que même si les actions entreprises ces dernières années ont permis de réduire en partie la, la consommation des collectivités, l'évolution démographique nécessitant plus de bâtiments pour répondre aux besoins des services publics, notamment pour la scolarisation des élèves, ainsi que le développement de certains services publics, et notamment des piscines municipales et intercommunales, a eu des conséquences sur le niveau de consommation à la baisse comme à la hausse des collectivités territoriales, sans qu'il soit possible à ce stade de disposer de chiffres consolidés sur leur niveau de consommation énergétique depuis 2018. Les collectivités territoriales sont assujetties aux obligations d'action d'économie d'énergie dans les bâtiments tertiaires, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1 du Code de la construction et de l'habitation, CCH, au même titre que tous les propriétaires et preneurs à bail des bâtiments à usage tertiaire. Ainsi, l'article L. 174-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que des actions de réduction de la consommation d'énergie finale doivent être mises en œuvre dans les bâtiments parties des bâtiments ou ensemble de bâtiments existants à usage tertiaire, afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation de moins 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à 2010. Ces actions s'inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, mentionné à l'article L. 222-1 B du Code de l'environnement, qui précise dans son 3 que l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. De surcroît, les actions menées par les collectivités ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, dans le cadre de la révision de la directive européenne sur l'efficacité énergétique, DEE, les collectivités locales pourraient se voir imposer des exigences complémentaires concernant l'exemplarité de la rénovation de leurs bâtiments publics. En effet, la France devrait a priori être soumise à un objectif annuel de rénovation de 3% des surfaces de bâtiments publics au niveau NZEB, NIR Zéro Énergie Building, ce qui signifie un objectif de bâtiments à consommation énergétique net nulle, soit une quantité totale d'énergie utilisée par le bâtiment calculée sur une base annuelle, à peu près égale à la quantité d'énergie renouvelable créée sur le site. Le contenu de la révision de cette directive reste toutefois en discussion à ce stade au niveau du Parlement européen. Un diagnostic de performance énergétique DPE doit également être obligatoirement réalisé par les collectivités territoriales dans certains établissements recevant du public, URP. Il renseigne sur la performance énergétique d'un bâtiment par une estimation de sa consommation énergétique et son taux d'émission de gaz à effet de serre. Le champ d'application du DPE. Cette obligation concerne les ERP, la première à la quatrième catégorie de plus de 250 mètres carrés, en application aux articles L126-30 et R126-18 du CCH. Selon une échelle notée de A à G, le DPE mentionne le classement du bâtiment pour les consommations en énergie primaire et les émissions de gaz à effet
à effet de serre. Il doit être affiché de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil pendant toute sa durée de validité de 10 ans. Cependant, les bâtiments n'accueillant pas de public et les bâtiments suivants ne sont pas concernés par cette obligation. Construction provisoire prévue pour une durée de moins de 2 ans. Bâtiment indépendant d'une surface de plancher. Monument historique. Bâtiment servant de lieu de culte. Bâtiments non chauffés ou pour lesquels le seul équipement fixé de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert et ne disposant pas de dispositifs de refroidissement des locaux. Les exceptions à l'obligation de réaliser un DPE sont donc notables et concernent potentiellement un nombre important de bâtiments. À titre d'exemple, depuis la création en 1837 de la Commission des monuments historiques, plus de 45 000 immeubles ont été classés ou inscrits au titre des monuments historiques en 2022. Enfin, en application de l'article 180 de la loi Climat-Résilience, à partir du 1er janvier 2024, le rapport annuel de développement durable dont la production est obligatoire pour les régions, les départements et les villes de plus de 50 000 habitants devra également préciser le programme d'action mis en place par la collectivité pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiments à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire. Dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du Code de la construction et de l'habitation. L'inflation a atteint un niveau historique en 2022, en augmentation notable depuis janvier 2021, principalement en raison des pénuries générées par les confinements de 2020 dans un contexte de crise sanitaire. Elle s'est accentuée à partir de février 2022 à la suite du début de la guerre en Ukraine et se situe désormais à 5,9%, en glissement annuel en avril 2023 après un pic à 6,3% en février 2023 et 5,7% en mars 2023. Les produits sont différemment touchés par cette inflation. En premier lieu, les prix de l'énergie ont augmenté de 14% en février 2022 et février 2023. L'inflation s'est ensuite diffusée à d'autres produits dont l'approvisionnement est sous tension, céréales, métaux, générant une hausse du prix des produits alimentaires de 14% sur cette même période. À fin février 2023, l'inflation de 6,3% se décomposait comme suit. Les prix de l'énergie ont augmenté de 14%, le prix de l'alimentation de 14%, le prix des services de 3%, les prix des produits manufacturés de 4%. Au sein de la catégorie énergie, des variations importantes sont mesurées entre différents produits. Ainsi, les prix des combustibles liquides ou fuel domestique livrés au domicile pour remplissage d'une cuve ont augmenté de 70% en un an. Le gaz a augmenté de 30%, le bois de 25%. Concernant spécifiquement l'électricité d'une moyenne inférieure à 100 euros le mégawattheure entre janvier 2020 et septembre 2021, les prix sont passés en moyenne à 230 euros le mégawattheure entre octobre 2021 et avril 2023, atteignant un pic à plus de 750 euros le mégawattheure en août 2022. Or, les collectivités territoriales ne sont pas épargnées par cette inflation énergétique qui a des répercussions tant sur leurs charges de fonctionnement que sur leurs dépenses d'investissement. Certains travaux voyant leur coût définitif augmenter en raison de la hausse des prix des matériaux et des transports. À l'intérieur d'une même catégorie de collectivités,
L'impact de l'inflation énergétique peut varier dans des proportions importantes dans la mesure où il est multifactoriel. En effet, la hausse des charges, et notamment des charges énergétiques, pèse de manière différenciée en fonction des critères suivants: du niveau des services publics et modalités de gestion de ces services, de la taille de la collectivité qui détermine la possibilité d'avoir accès aux tarifs réglementés de vente pour les collectivités disposant de moins de 10 salariés et de recettes de fonctionnement inférieures à 2 millions d'euros, de la date de renouvellement des contrats. Les collectivités dont les contrats de fourniture arrivent à échéance dans un contexte de forte volatilité du marché sont les plus touchées. L'association Amorce indique dans ce contexte que la part consacrée à l'énergie dans le budget total des collectivités pourrait atteindre 10 à 15%, et bien entendu de l'état du parc immobilier des collectivités. À cet égard, l'Association des petites villes de France considère que dans certaines de ses communes membres, les dépenses énergétiques ont bondi de 50%. Pour l'Association des maires de France, AMF, et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, ces hausses oscilleraient entre 30 et 300%. Dans une étude réalisée auprès des intercommunalités en janvier 2023, Intercommunalité de France a mis en lumière un doublement au plus du montant de la facture énergétique pour les 3/4 des intercommunalités. Une intercommunalité sur deux rapporte un impact supérieur à 5% sur ses charges de fonctionnement. De surcroît, comme l'indique le rapport d'information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat sur la hausse du coût des énergies et son impact pour les collectivités territoriales, cette augmentation des prix de l'énergie devrait se poursuivre dans un contexte d'installation dans le temps de la guerre russo-ukrainienne et de renouvellement du parc nucléaire français. Pour aider les collectivités face à ces hausses de prix, l'État a mis en place plusieurs outils. En effet, en 2022, un bouclier tarifaire se composant de 3 mesures a été instauré pour permettre de limiter la hausse des tarifs réglementés de vente TRV à 4% TTC. Une baisse de l'accise sur l'électricité, ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ou TICFE, à la limite des minima fixés par la directive sur la taxation de l'énergie, soit 0,5 € MWh pour les professionnels et 1 € le mégawattheure pour les particuliers, contre 22 € le mégawattheure en 2021. Une hausse exceptionnelle du plafond de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. ARENH. Le plafond réglementaire de l'ARENH vendu par EDF aux fournisseurs alternatifs est de 100 TWh au prix de 42 € le mégawattheure. Pour l'année 2022, le gouvernement a décidé d'ajouter 20 TWh à ce plafond au prix de 46 € le mégawattheure. Cela limite la part d'électricité que les fournisseurs alternatifs doivent acheter sur les marchés de gros à un prix alors beaucoup plus élevé. Le plafonnement par voie réglementaire à 4% de la hausse du niveau des TRV calculée par la CRE. Pour 2023, la hausse des TRV a été limitée à 15%. La réduction de la TICFE a par ailleurs été prolongée jusqu'au 31 janvier 2024. En revanche, la hausse du plafond réglementaire de l'ARENH n'a pas renouvelé. De surcroît, à partir du 1er janvier 2023, la loi de finances initiale, LFI, pour 2023 a prévu la mise en place de l'amortisseur électricité. Il est destiné aux très petites entreprises ou petites et moyennes entreprises, TPE et PME, et aux collectivités territoriales qui ne sont pas éligibles aux tarifs réglementés de vente, TRV. Pour la moitié des volumes consommés, le prix de l'électricité hors coût d'acheminement et hors taxe est ramené à 180 € le mégawattheure. S'il est supérieur, dans la limite d'une réduction de 320 € le mégawattheure et d'un plafond de prise en charge annuel de 2 millions d'euros.
Un dispositif complémentaire dit de suramortisseur ou garantie 280 a également été instauré par voie réglementaire pour les TPE et petites communes non éligibles au TRV qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité en 2022. Il a garanti un prix de l'électricité de 280 euros par mégawattheure ou 230 euros hors TURP sous l'année 2023. Enfin, pour les collectivités les plus en difficulté, le législateur a mis en place deux filets de sécurité successifs pour 2022 et 2023. Un premier filet de sécurité a été adopté dans la loi des finances rectificative de juillet 2022, dont l'article 14 prévoit d'instituer un nouveau prélèvement sur recettes visant à compenser partiellement au bloc communal les hausses générées par la revalorisation du point d'indice ainsi que la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. Cette compensation égale à une fraction de 70% des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires. Un deuxième filet de sécurité a été adopté lors de la LFI 2023, article 113. Il prévoit qu'au titre de l'année 2023 est institué par prélèvement sur les recettes consistant pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire une dotation égale à 50% de la différence entre l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2020 et 2022, et 50% de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022. Le versement de ces aides est cependant conditionné par le respect de plusieurs critères: baisse de l'épargne brute, potentiel financier inférieur à un certain seuil. Ces dispositifs sont donc très ciblés et visent à ne soutenir que les collectivités les plus en difficulté et seulement partiellement. À cet égard, les rapporteurs spéciaux ne peuvent que déplorer que la position du Sénat, issue des travaux de la Commission des finances, tendant à élargir le filet de sécurité 2023 au plus grand nombre de collectivités en supprimant les conditions d'accès aux dispositifs extrêmement restrictifs fondés sur l'épargne brute, n'ait pas été retenu dans le texte définitif. Face à l'inflation énergétique, à un parc immobilier énergivore et à des obligations encadrées de baisse de consommation dans un objectif de décarbonation, les collectivités territoriales doivent accélérer leur investissement en faveur de la transition écologique. Aussi, au regard du niveau de consommation énergétique des collectivités territoriales, leur rôle est essentiel dans la transition écologique engagée au niveau national. Selon une analyse effectuée par l'Institut IKCE, si on se tient au seul investissement nécessaire pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, SNBC, le besoin d'intervention des collectivités territoriales peut être évalué à 12 milliards d'euros par an, ce qui représente environ un cinquième de leur budget d'investissement global. Dans cet ensemble, les trois principaux postes de dépenses identifiés par l'Institut sont la mise en place d'aménagements cyclables, 3,3 milliards d'euros, les transports en commun et la mobilité ferroviaire, 3 milliards d'euros, ainsi que la rénovation énergétique des bâtiments publics, 2,7 milliards d'euros. Au plan méthodologique, il convient cependant de noter que ces estimations ont été réalisées sous hypothèse de modèles de financement des investissements. En d'autres termes, la part des collectivités territoriales dans le financement de tel ou tel équipement resterait inchangée par rapport à la situation actuelle. Cela explique la relativement faible part des transports en commun
dans ses priorités, alors même qu'il s'agit d'un enjeu déterminant de la transition écologique. Dans la mesure où bien que ceux-ci soient gérés par des intercommunalités en leur qualité d'autorité organisatrice de la mobilité. Les subventions des collectivités territoriales représentent une part minoritaire de leur financement assuré par ailleurs par des ressources fiscales, versements, mobilité et tarifaires. L'Institut estime qu'environ 5,5 milliards d'euros d'investissements climat sont réalisés aujourd'hui par les collectivités. Ainsi, les collectivités devraient chaque année dès aujourd'hui et jusqu'en 2030 réaliser environ 6,5 milliards d'euros d'investissements climat additionnels. Le besoin d'accélération des investissements est particulièrement fort dans les aménagements cyclables, 2,3 milliards d'euros par an, et dans la rénovation énergétique des bâtiments publics, 1,4 milliard d'euros par an, mais aussi dans le ferroviaire et dans l'efficacité énergétique de l'éclairage public, 800 millions d'euros par an chacun. Dans une acception plus large de la transition écologique, au-delà de la seule lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire en incluant l'ensemble de la taxonomie verte européenne, les collectivités territoriales restent au cœur du processus de verdissement de l'économie en raison des compétences qu'elles exercent. Ainsi, les montants d'investissement en tenant compte de l'ensemble des actions des collectivités ayant un impact sur l'environnement pourraient s'établir bien au-delà des 12 milliards d'euros susmentionnés. Les investissements à venir, même si de nombreuses actions ont déjà été entreprises, devront donc porter sur le bâti scolaire, sur les bâtiments administratifs, sur les locaux à usage de services publics, gymnases, bibliothèques, piscines, sur l'éclairage public et les systèmes de réseau, eau, chauffage, traitement des déchets, sur les transports publics, développement de voies de mobilité douce, électrification des transports en commun, sur la renaturisation des zones urbaines. Ces investissements présentent des besoins différents qui peuvent être classifiés ainsi. Des rénovations légères à faible investissement financier, mais permettant une meilleure maîtrise des consommations d'énergie, comme la mise en place de régulateurs de température, des détecteurs de présence pour l'éclairage et des bureaux. Des rénovations intermédiaires avec un investissement significatif centré sur l'énergie avec un objectif de 30 à 40% d'économie. Pour ces rénovations intermédiaires, le coût estimé par le gouvernement est de 150 à 300 euros par mètre carré avec un retour sur investissement de 5 à 10 ans. Des rénovations globales avec des investissements patrimoniaux et des travaux de rénovation lourds avec un objectif de 60% d'économie d'énergie. À titre d'exemple, sur la base d'un panel de 18 projets de rénovation globale au label BBC, Rénovation et Finergie, estime à 540 euros par mètre carré SRT, surface thermique, au sens de la réglementation thermique 2012. Le montant relatif à la part rénovation énergétique, soit 41% du coût total de la rénovation. À l'instar de l'exercice 2021, les marges de manœuvre financières des collectivités territoriales ont continué à augmenter en 2022. Pour l'ensemble des niveaux de collectivités, épargne brute et épargne nette sont supérieurs à leur niveau de 2021. L'épargne brute en 2022, 38 milliards d'euros, est en progression par rapport à 2021 de 5,9%. Elle est supérieure de 4,5 milliards d'euros à son niveau de 2019, dépassant ainsi largement son niveau d'avant-crise. L'épargne nette, soit l'épargne brute après déduction des remboursements de dettes, est également en augmentation de plus 0,8% par rapport à 2021 et supérieure de 4 milliards d'euros à son niveau de 2019. Enfin, la trésorerie des collectivités, solde positif du compte du Trésor, est toujours en progression.
à 57,2 milliards d'euros contre 56,6 milliards d'euros en 2021 pour les trois niveaux de collectivité. Cette situation globalement positive ne doit cependant pas masquer des disparités territoriales importantes. Ainsi, environ 6 000 communes ont une épargne nette négative. De même, certains départements sont dans une situation financière très tendue. À titre d'exemple, le département des Ardennes présente des DMTO faibles, 95 euros par habitant, soit 4 fois moins que les départements les mieux pourvus après mise en œuvre du dispositif de solidarité. Parallèlement, les aides à la personne représentent dans ce département 424 euros par habitant contre 345 euros pour la moyenne de la strate. Si l'évolution des finances des collectivités territoriales est globalement positive en 2022, l'exercice 2023 reste incertain en raison d'un environnement économique et géopolitique à risque. En premier lieu, même si l'inflation devrait ralentir au second semestre, et si les cours du gaz, de l'électricité sont baissiers, les dépenses de fonctionnement devraient continuer à croître significativement en 2023, effet année pleine et renouvellement de contrats. Par ailleurs, après 9 années de hausse ininterrompue, une année 2021 exceptionnelle et une légère hausse en 2022. L'année 2023 pourrait marquer une baisse des recettes des DMTO en raison de la hausse des taux d'intérêt, de la baisse des prix de l'immobilier en ce début d'année 2023 et de la baisse du nombre d'emprunts immobiliers observés au quatrième trimestre 2022 qui pèse sur le marché immobilier. De surcroît, les collectivités seront confrontées en 2023 à une hausse de leurs dépenses de personnel en raison de la revalorisation du point d'indice de 3,5% intervenue par décret du 7 juillet 2022 et de 1,5% à compter du 1er juillet 2023 et de leurs dépenses d'intervention pour les départements en raison de la revalorisation anticipée du RSA de 4% prévue à l'article 9 de la loi numéro 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat suivie par la revalorisation annuelle de 1,6% au 1er avril 2023. Enfin, la charge de la dette devrait augmenter en raison de la hausse prévisible des taux variables généralement indexés sur les indices du livret A ou de l'Euribor 3 mois. Or, le taux d'intérêt du livret A est passé de 1 à 3% entre février 2022 et février 2023 et celui de l'Euribor de 0,7% et de 2,7% entre septembre 2022 et mars 2023. Les nouveaux emprunts devraient également coûter plus cher aux communes en particulier et aux collectivités en général. Les taux d'usure leur étant applicables étant fixés ainsi pour mars 2023. 4,9% à partir du 1er mars 2023 pour les prêts à taux fixe d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, contre 4,5% le mois précédent. 4,8% pour les prêts à taux fixe d'une durée initiale supérieure à 10 ans et inférieure à 20 ans, contre 4,5% le mois précédent. 4,9% pour les prêts à taux fixe d'une durée initiale supérieure à 20 ans, contre 4,6% le mois précédent. 5,2% pour les prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable, contre 4,7% le mois précédent. La hausse des prix de l'énergie couplée à celle des taux d'intérêt qui renchérit donc le recours à l'emprunt risque d'engendrer un renoncement des collectivités à certains projets d'investissement liés à la transition énergétique. En effet, l'agence de notation américaine S&P Standard & Poor's prévoit un désendettement des collectivités après un pic en 2021 en raison des conditions de refinancement moins attractives et des incertitudes budgétaires et économiques. D'après les estimations de l'agence, l'encours de dette des collectivités a baissé de 3,6% en 2022
et anticipe la poursuite de cette tendance en 2023 et 2024. Dans ce contexte, les collectivités locales vont faire face à une pression budgétaire qui risque de générer une maîtrise des dépenses d'investissement alors qu'il y a eu une forte hausse de l'ordre de 5% des investissements en 2022. Standard & Poor's s'attend à un très léger recul des investissements d'environ 0,80% en 2023 et encore davantage en 2024 avec une baisse de 3%. À contre-courant des incitations à investir de la part des pouvoirs publics, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique. Le développement des dotations de l'État en faveur de la transition écologique prend dès lors une importance primordiale afin de contribuer au financement des investissements des collectivités. Pour faire face au mur d'investissement qui attend les collectivités, pour mettre en place leur transition énergétique et écologique, le gouvernement a renforcé les dotations d'investissement qui leur sont allouées. En encourageant l'emploi des dotations classiques d'investissement pour des projets environnementaux, en créant de nouvelles dotations spécifiquement dédiées aux investissements environnementaux. La dotation d'équipement des territoires ruraux, DTR, et la dotation de soutien à l'investissement local sont les deux dotations d'investissement les plus importantes en volume. En 2023, elles représentent respectivement 1 milliard et 570 millions d'euros. La DSIL avait par ailleurs été complétée par la troisième loi des finances rectificative du 30 juillet 2020 par une fraction exceptionnelle de 950 millions d'euros. Les modalités d'attribution et d'utilisation de ces trois dotations sont précisées dans une instruction annuelle publiée généralement en janvier ou février relative à la composition et règles d'emploi des dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires. Une part de ces dotations est consacrée à des projets environnementaux. L'éligibilité à la DTR repose sur des critères de population et de richesse fiscale. Ainsi, les crédits de la DETR sont répartis entre les départements pour 50% du montant total de la dotation, à raison de 50% en fonction de la population regroupée des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, à raison de 50% en fonction du rapport pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant. Pour 50% du montant total de la dotation, à raison de 50% répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10. À raison de 50% en fonction du rapport pour chaque commune répondant aux critères d'éligibilité entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant. Si la décision d'octroi relève du préfet de département, l'une des particularités de la DETR est l'institution d'une commission auprès de ce dernier composée d'élus et de représentants d'élus, incluant depuis 2017 les parlementaires du département. Cette commission est chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires et dans des limites fixées par décret en Conseil d'État. Les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'entre elles.
Informé de la liste des opérations retenues par le préfet de deux départements, saisi pour avis sur les projets dont la subvention proposée au titre de la DEDTR porte sur un montant supérieur à 100 000 euros. Avant 2018, ce seuil était fixé à 150 000 euros. L'article L. 2334-36 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, prévoit que cette dotation est attribuée sous forme de subvention en vue de la réalisation d'investissements ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. Le représentant de l'État dans le département tient par ailleurs compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention. Vive la France, vive la République française.